Sur Bretagne 5, où il est 8h14. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Voilà, on a un petit peu d'avance en ce lundi matin pour accueillir Simon Guillaumard. Il est conseiller fédéral, les écologistes de Bretagne, et les écologistes de Bretagne d'ailleurs, et il est notre invité politique. Bonjour Simon Guillaumard. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler évidemment, comme on le fait chaque matin, de politique. On va parler aussi un peu d'écologie, bien entendu. Sur la politique, ce qui mobilise beaucoup en ce moment, c'est ce fameux budget 2025. Les députés ne sont pas arrivés samedi, aller au bout des plus de 2800 amendements. Voilà, mais le budget est toujours en cours d'examen à l'Assemblée nationale, avec cette menace de 49.3 qui... peut-être remettrait à plat le texte originel de ce budget, de ce projet de loi de finances. J'avais envie de vous entendre sur ce budget. Comment vous le trouvez? Qu'est-ce qu'il appelle comme commentaire de votre part? J'allais dire mauvais, mais je vais m'expliquer. Alors déjà, moi je m'interroge sur ce budget parce qu'on nous parle de 60 milliards de coupes budgétaires. Et alors on parle que des dépenses. Alors moi je m'interroge, j'ai des vagues bases de comptabilité et je me rappelle que dans un budget il y a deux versants. Il y a un versant dépenses évidemment, mais il y a aussi un versant recettes. Et moi j'entends pas beaucoup le gouvernement sur le volet recettes. Donc je pense que là il y a vraiment un effort à faire sur la question des recettes. Et donc bon évidemment vous avez parlé Stéphane de ce 49.3 qui plane sur le budget. Je crois qu'il est voulu. Faut être honnête, il y a eu des amendements de déposés en masse. Donc ce texte, évidemment, il n'a pas eu le temps d'être examiné jusqu'au bout, en tout cas pour la première partie, la partie recettes. La séance s'est terminée à minuit samedi sans avoir pu aller au bout de cet examen. Ce qui, évidemment, va servir d'excuse, il faut le dire, au gouvernement pour brandir le 49.3. Et donc mettre à plat tous les amendements et toutes les potentielles victoires qui ont été acquises dans l'hémicycle. On a envie de dire tout ça pour ça. Oui, ben en fait tout ça pour ça, mais j'ai envie de dire tout ça pour ça depuis les élections. Depuis ce que Macron a fait suite aux élections européennes, le soir de l'élection, en disant on va dissoudre. Tout ça pour ça. Tout ça pour se retrouver dans une situation ingouvernable. La responsabilité, elle est très clairement sur la Macronie. Et aujourd'hui, je soulève un autre point avec vous ce matin, c'est la question du RN. Aujourd'hui, qui a fait la permanence parlementaire? Ça a été dit par Cyril Châtelain, qui est la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, qui s'est adressée dans l'hémicycle au RN en leur disant mais regardez l'hémicycle. Vous êtes les macronistes sont pas ou peu présents et vous êtes là à défendre ce week-end à une heure tardive les amendements du gouvernement, à défendre la Macronie. Vous êtes de permanence électorale ce week-end entre guillemets et donc je pense vraiment que là il faut s'interroger sur la situation dans laquelle on vit et particulièrement sur ce budget. Alors je sais pas ce qu'il en restera à la fin, mais c'est très inquiétant. Très inquiétant. Un budget qui va avoir de toute façon des coupes importantes. On l'a vu, de nombreux domaines sont concernés. Même nous, les radios associatives, il fallait que je le place à un moment. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire tout mon soutien. C'est important que les radios associatives et locales existent. Et c'est vraiment une honte qu'on s'en prenne à notre démocratie, y compris au niveau local, de cette manière. Voilà, il est important d'avoir justement la possibilité de l'expression politique. On le fait ici chaque matin. Et évidemment, nous sommes tous solidaires les uns les autres pour essayer de faire en sorte que, eh bien, on ait le moins de coupes budgétaires possible. L'avenir nous le dira. Coupes budgétaires aussi dans tout ce qui concerne l'environnement. On parle de transition écologique, on parle de mobilité, on parle de transport, on parle... Et évidemment de réchauffement climatique, et il est là le réchauffement climatique, on le voit avec la météo de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Est-ce que c'est une crainte aussi pour les écologistes de voir un budget amputé et de ne pas arriver à tenir les objectifs? Bien sûr, et aujourd'hui c'est le grand absent de ce budget. Celui dont on ne parle pas, c'est de l'écologie. C'est de l'écologie, c'est de l'environnement. Là, les coupes budgétaires qui sont annoncées, c'est... en gros, moins 30% sur le budget de l'ADEME, donc l'ADEME qui est une agence qui s'occupe de toutes les questions environnementales et qui est rattachée au ministère de l'écologie. 1,5 milliard de coupes budgétaires sur le fonds vert. Et ça, pour nous, ça nous semble être vraiment un point central
de ce qui pose problème dans ce budget, c'est la question de l'écologie. La question sociale aussi, évidemment. Mais là, aujourd'hui, on a un impensé sur l'écologie. On entend Michel Barnier qui nous dit, vous savez, moi j'ai été l'un des premiers à parler d'écologie, etc. Bon, c'est très bien, mais on n'est plus au lycée. Et en fait, la question, c'est pas qu'il y a 35 ans, Michel Barnier parlait déjà de l'écologie. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît, qui est un contexte d'urgence, de savoir quel argent on met sur la table. Et là, moi, je suis vraiment inquiet. Je vais donner un autre exemple. Vous avez parlé des inondations, moi je vais en donner un autre exemple. On pense à Paul, cycliste qui a été tué à Paris. Et donc, il y avait un plan vélo qui avait été annoncé par Madame Borne en 2023, qui devait courir sur 2023-2027, avec en gros 200 millions d'euros par an qui étaient posés sur la table. Bon, en 2023, on a eu 200 millions d'euros, et combien a-t-on eu en 2024 ? Je vous le donne en mille, 0. Il n'y a pas eu d'argent de mis sur la table sur les questions cyclables. Donc après, il ne faut pas venir s'étonner d'avoir une mise en danger des cyclistes et d'avoir un problème de sécurité routière important. Voilà, ça c'est la transition aussi, c'est-à-dire l'argent qu'on met, qu'on prévoit sur des plans, finalement il est chamboulé tous les ans, on n'a jamais les mêmes budgets. Et en fait on a l'impression que l'écologie est une variable d'ajustement. Et ça c'est juste pas entendable en fait. Avec le vélo et aussi d'autres mobilités, on pense au transport ferroviaire. Depuis des années, hein, on appelle en fait les écologistes dont vous faites partie, appellent de leur vœu le retour du ferroviaire. Alors on a un cas emblématique ici en Bretagne avec la ligne Saint-Brieuc-Auray qui est fermée depuis de nombreuses années, qui pourrait peut-être être, allez, je vais dire un pendant à la route. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je souligne ce matin qu'il y a peut-être, j'en avais déjà parlé, je crois, sur votre antenne, quand j'étais passé en janvier dernier, j'avais déjà parlé de cette ligne Saint-Brieuc qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur la liaison avec le Centre-Bretagne, et que ça ferait sens et cohérence sur notre infrastructure ferroviaire en Bretagne. Et je crois que politiquement d'ailleurs des gens y sont favorables. Voilà, je pense à la mairie de Saint-Brieuc, la mairie d'Auray, des élus aussi à la région qui, je crois, y réfléchissent de plus en plus. Donc là, on a quelque chose à faire sur le ferroviaire, effectivement, et évidemment. C'est ça les pistes pour demain. Maintenant, quand je vois les budgets des collectivités territoriales, locales, etc., et je m'inquiète. Est-ce que ce sera vraiment là la priorité ? Je n'en suis pas certain, malheureusement. Vous me donnez l'occasion de faire une transition toute trouvée, puisque le budget se discute à Paris, mais le budget, c'est aussi les collectivités territoriales. Elles alertent depuis un moment. On a entendu les présidents de plusieurs départements ici en Bretagne alerter en disant « Attention, nos budgets ne seront pas à l'équilibre ». Ça nous ramène aussi à une question sociale. Les départements sont très impliqués justement dans l'aide sociale. Mais plus largement, on entend aussi la région qui dit « Attention, si on nous demande des efforts, on les fera », mais au détriment peut-être de programmes qu'on a lancés. Est-ce qu'il faut plus de décentralisation, plus d'autonomie ? J'ai posé la question à plusieurs invités, je voulais vous entendre là-dessus également. En tout cas, plus de décentralisation et plus de décisions sur les budgets pour les collectivités territoriales. On pense à la région, mais pourquoi pas au département et voire même aux communautés de communes. Oui. Moi, je crois que là, il y a une question politique. Ce matin, j'ai ramené sur votre plateau, je le montre, et je vais te donner le nom, mais je le montre pour les auditeurs en vidéo. C'est un livre de Claudie Le Breton, qui a été président du département des Côtes-d'Armor pendant plusieurs années, qui s'appelle « Régénérer la démocratie par les territoires ». Moi, je l'ai lu il y a 1 an et demi, j'en avais échangé avec lui, qui propose des pistes de solutions sur cette question. Et donc, il y a déjà depuis longtemps un travail qui est posé sur ça, sur comment redonner plus d'autonomie au local, se réapproprier finalement la politique locale. Aujourd'hui, on a l'impression que les collectivités territoriales sont un peu, j'ai envie de dire, des entités technocratiques. Mais c'est pas de la volonté propre des élus ou des habitants. Je crois que c'est vraiment l'État central qui met dans une situation technocratique et de gestionnaire uniquement les élus. Or, en réalité, c'est pas ça qu'attendent les Françaises et les Français, et encore moins, je crois, les Bretons et les Bretonnes. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de ressaisir politiquement l'enjeu local. Et aujourd'hui, c'est pas vrai de dire que les collectivités locales sont trop dépensières, c'est faux. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on veut leur retirer 9 ou 10 milliards d'euros aux collectivités, c'est une honte. Et ça montre bien qu'on n'a pas été assez loin, à mon sens, dans les décentralisations, et notamment sur le volet fiscal. Aujourd'hui, en termes de consentement à l'impôt et de guillemets, pour repenser nos collectivités, il serait juste et cohérent, à mon sens, qu'on puisse remettre la main sur la fiscalité. Et je vais aller plus loin. Dans notre pays, 70% de l'investissement public, ce sont les collectivités locales. Donc, on va priver le pays d'investissement alors qu'on a parlé juste avant de transition. C'est pour moi un non-sens complet.
Et donc là, il y a une ligne à construire dans un contexte qui est un contexte difficile et de crise, mais qui doit amorcer une réflexion sur le lien au territoire et comment justement régénérer la démocratie par les territoires. J'aime beaucoup ce titre, et donc je remercie Claudie Le Breton et Olivier Roucan d'avoir commis cet ouvrage. Voilà, il était venu nous en parler il y a quelques mois au micro de la matinale de cet ouvrage, posant déjà les questions essentielles. Questions essentielles autour de la fiscalité aussi. On parle beaucoup du retour de la taxe d'habitation. On sait que beaucoup de mairies y sont favorables. Elle avait disparu du paysage fiscal. Alors évidemment, ça fait grincer des dents. C'est une taxe de plus. Mais est-ce que ça peut être intéressant qu'elle revienne, cette taxe d'habitation, qu'elle puisse permettre là aussi de garantir des financements pour les collectivités? Je crois que ce qui est intéressant avec les taxes qui sont fixées aussi au niveau local, et si on peut avoir la main dessus, c'est qu'il y a une forme de consentement à l'impôt qui sera plus fort. Pourquoi ? Parce qu'on voit directement et concrètement comment elles sont appliquées. C'est aussi l'avantage des collectivités locales. C'est une action concrète, le local. Et c'est ça que je pense oublie l'État, en fait. C'est que les collectivités, elles travaillent. Elles travaillent. Et en fait, là-dessus, les gens peuvent voir directement à quoi sert leur taxe. Elle sert à faire une piste cyclable, à investir dans les transports en commun, sur le social avec l'accompagnement qui est fait, sur les EHPAD, etc. Et donc je pense qu'il ne faut pas dire que c'est simplement des taxes en plus, c'est peut-être juste une manière de remettre la main sur la fiscalité. Je donne un autre exemple à une autre échelle qui n'est pas forcément celle de la mairie, mais celle de la région Bretagne. Il y a un projet aujourd'hui de mettre une taxe de séjour additionnelle pour financer le transport en Bretagne, et notamment le ferroviaire. Moi, je crois que c'est vraiment des solutions auxquelles on doit réfléchir et sur lesquelles il faut se poser collectivement. Et vous avez parlé de taxe d'habitation. Pour moi, ça sous-tend en ligne de fond aussi la question de l'urbanisme et du logement. Je vois justement dans ce budget, et j'ai peur du 49.3 qui va arriver, qui pourrait mettre à plat tout ce qui a été pensé sur Airbnb et sur la question de la régulation du logement. Et il y a beaucoup d'élus qui avancent sur ces questions, et je pense qu'il faut les soutenir. Il faut soutenir les démarches pour mieux réguler le logement collectivement et localement. On a des réalités qui sont différentes, c'est le propre des territoires, et il faut pouvoir être en mesure de les prendre en compte localement et de manière démocratique. Et j'ajouterai un mot, parce qu'il y a aujourd'hui des élus qui se battent sur les territoires de santé en danger et qui ont fait un arrêté face à l'État et qui se retrouvent aujourd'hui au tribunal administratif. J'ajoute un mot de soutien à tous ces maires qui se battent aussi pour les questions de santé. Et au final, on voit globalement, et on l'a vu aussi avec les agressions récentes vis-à-vis des élus, que en fait, en dernier recours, les élus sont les représentants de l'État dans leur collectivité. Et donc aujourd'hui, quand l'État désarme les budgets des collectivités, elle met en première ligne les maires face aux usagers, face aux administrés. Et en fait, c'est très dangereux, parce qu'en fait, nos concitoyens et concitoyennes, je pense qu'ils n'apprécient pas en fait qu'on désarme les élus locaux, qu'on les mette en fait en situation aussi d'être pas seulement à portée d'engueulade. Je crois que c'est trop facile les Parisiens de penser ça. Non, ils sont aussi à portée de baffe, et ça c'est dangereux pour notre démocratie. On l'a vu avec plusieurs agressions. Puis il y a aussi une fracture de la société. On a vu ce fait divers à Rennes ce week-end, cet enfant de 5 ans très grièvement blessé. Il est toujours entre la vie et la mort au moment où l'on se parle. Sur fond de trafic de drogue. Ça aussi, c'est une inquiétude des Françaises, des Français, des Bretons, des Bretonnes, dans nos villes telles que Rennes, Nantes, Brest, où le trafic de drogue, ou Lorient encore, où le trafic de drogue progresse. Est-ce que là aussi, il faut avoir une réponse locale, une réponse régionale ? Oui, alors d'abord, j'adresse toutes mes pensées et tout le soutien de notre parti aux proches, et j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. C'est vraiment terrible, l'événement qui s'est produit à Rennes ce week-end. Et je crois que ça souligne vraiment le problème de la drogue qui est posé depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'en sort pas de ce sujet et qu'il faut vraiment mettre des moyens. Et là, encore une fois, c'est une responsabilité de l'État. Et ce que je trouve terrible sur les sujets de sécurité et d'enjeux de tranquillité publique dans les mairies, c'est qu'encore une fois, comme sur la psychiatrie, comme sur le reste, les élus se retrouvent confrontés au terrain. Et l'État n'est pas là. L'État est absent. Manque de moyens, souvent. Oui, mais parce que l'État se désengage. L'État se désengage dans notre société. L'État n'intervient plus. Et ça pose problème en réalité. Parce qu'il met en face des collectivités de manière générale, par exemple, à qui on a donné des compétences, mais pas les moyens qui vont avec. Sur le sujet de la drogue, on est un peu dans la même logique, mais je vais aller plus loin, sur une analyse plus politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un problème. J'ai vu, par exemple, un député, Andy Carbrat, à Nantes, je suis étudiant à Nantes, qui a été contrôlé en détention avec... Il a acheté en fait de la drogue, tout à fait, un jeune dealer. Et j'ai vu beaucoup de réactions très indignées, très morales, etc., ce qui se comprend tout à fait, évidemment, de la part d'un élu, etc., un devoir d'exemplarité, et ça c'est tout à fait entendable. Par contre, le volet qu'il y a derrière, il est aussi de dire, mais la question de l'accompagnement. La dépendance, finalement. La dépendance. Pour moi, les drogues, c'est un sujet de santé publique. Et aujourd'hui, de ne l'approcher que sous le volet répressif, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut un moment donné que la justice passe, que la police fasse son travail et qu'on puisse arrêter les trafiquants, etc. Mais sur le volet de la consommation, on est le pays d'Europe où on consomme le plus de drogue.
Ça fait 40 ans qu'on nous dit on va être plus fort, on va taper plus dur, etc. Ça ne marche pas. Il faut faire le constat. Ça ne marche pas. Et on le voit bien avec l'actualité. Donc il faut se poser la question de l'accompagnement, il faut se poser la question de la santé publique, de la prévention vis-à-vis des jeunes dans les écoles et de l'accompagnement après sur des volets d'addiction. Encore une fois, les drogues, c'est une addiction et il ne faut pas avoir un regard uniquement moral, il faut aussi avoir un regard pragmatique sur qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les usagers, les consommateurs de drogue, malgré eux, et puis évidemment agir sur le trafic avec des vrais moyens policiers et judiciaires. Alors, c'est tout le débat de la sécurité dans les villes, avec plusieurs visions. Alors, on a entendu beaucoup le Rassemblement national s'emparer de la question sécuritaire. Est-ce que pour vous, ça doit être transpartisan finalement ? Oui, après je pense qu'on n'aura pas du tout la même approche. Et je pense qu'il y a une instrumentalisation. Le problème, c'est que avec le RN, on aura du mal à discuter de ces questions, puisqu'il y a une instrumentalisation de cette question. Moi, je n'instrumentalise pas des faits divers, des crimes, des choses atroces qui se passent dans notre pays. J'estime que la politique et nous, on a un regard, on a une responsabilité qui est bien plus grande que cela, qui est de dire comment on fait pour résoudre les problèmes. Et donc sur la sécurité, voilà, moi je pense qu'on a des solutions, je l'ai évoqué, c'est qu'il y a un aspect, je vais dire, au niveau des moyens mis en place par l'État, et il y a aussi un moyen global. Il y a un moyen des problèmes d'éducation, problèmes de santé, et donc on l'a dit, moi la sécurité, le sujet que je soulève tout le temps quand on parle de ces sujets, c'est le sujet de la psychiatrie. On a aussi beaucoup de faits divers qui sont dus à des gens qui malheureusement ont des problèmes mentaux, qui ont des maladies mentales. Et en réalité, s'ils ne sont pas accompagnés, ne sont pas soignés parce que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, alors oui, on se retrouve avec des faits dramatiques dans nos rues. Donc j'alerte aussi sur ce sujet pour dire pas trop de démagogie, pas trop d'instrumentalisation et du concret, de l'action s'il vous plaît. Voilà, de l'action. Alors, il y a aussi un autre sujet qui fâche. On parle beaucoup aujourd'hui d'immigration, là aussi à travers des faits divers dramatiques, des embarcations qui coulent dans la Manche. On l'a vu aussi en Méditerranée, des vies brisées. Souvent des gens qui viennent pour fuir la guerre dans leur pays, mais aussi quelques-uns, et ça va vous intéresser au plus haut point, j'imagine, des réfugiés climatiques, des gens qui ne peuvent plus vivre sur leur terre parce que, eh bien, il y fait trop chaud, on ne peut plus cultiver, les animaux meurent et ils vont chercher une meilleure vie ailleurs. Comment aujourd'hui réfléchir justement autour de ces sujets migratoires finalement et comment peut-être introduire la notion européenne parce que voilà, il y a des pays qui disent stop, la France en fait partie en disant on a trop d'immigrés, on ne sait plus comment faire. Est-ce qu'il faut avoir une réflexion globale aujourd'hui ? Oui, évidemment. Je crois qu'en fait, finalement, ce sujet des réfugiés, parce que là, on parle de réfugiés climatiques, mais en fait, généralement, dans un schéma, enfin, dans phénomène migratoire, en fait, les phénomènes sont liés. Puisqu'évidemment, un paysan qui ne cultive plus sa terre va de facto se retrouver dans des milieux urbains où, du coup, il va y avoir plus de monde, pas forcément de travail, des logiques de chômage. Et là, on peut basculer aussi dans des violences qui vont être des violences d'ordre politique, avec une immigration qui est aussi économique. Donc, finalement, on se retrouve aussi en Europe, nous, avec des réfugiés qui sont réfugiés à plus d'un titre. Le climat en premier lieu, mais aussi des réfugiés économiques et politiques. Et moi, je crois qu'on a un devoir d'accueil des réfugiés. On a signé des traités en ce sens, mais peut-être qu'effectivement, il faut revoir la définition des réfugiés pour intégrer plus la notion climatique. Je pense qu'on y est tous communément favorables. Et c'est aussi pour ça que je pointe du doigt l'hypocrisie de certains politiques. Monsieur Barnier, qui nous fait des grandes leçons sur l'immigration, qui nous dit « mais il est temps d'arrêter, etc. » Bon, j'aimerais qu'on s'interroge sur la part que nous prenons de l'immigration en Europe, qui n'est pas si élevée que ça. Il faut faire un peu taire les fantasmes aussi à ce niveau-là. Mais alors pourquoi n'investissez-vous pas contre le réchauffement climatique dans l'aide au développement? C'est là aussi que ça se passe. Et donc, que ce soit nous, notre responsabilité qui est celle de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, de réduire notre impact sur l'environnement, et aussi l'accompagner certains pays dans le développement, là, il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, se plaindre sans cesse de l'immigration, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, on n'arrête pas la migration, on n'arrête pas l'immigration. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Ce qui compte, c'est d'aller chercher les causes, de comprendre et d'accueillir. Parce qu'il y a aussi un problème de dignité, et je m'inquiète beaucoup, parce qu'avec les coupes budgétaires qui sont annoncées, c'est aussi sur l'associatif qu'on va les taper. C'est aussi sur les réfugiés. Et je pense que là, il faut que tous, collectivement, on fasse notre part. Et je pense notamment à un cas qui a été soulevé dans la presse sur les canaux de Bretagne, à la région Bretagne, où il y a eu une expulsion de migrants qui s'est faite dans des conditions qui, je pense, peuvent interroger. Et là, il faut que nous, on se saisisse de ça pour dire non, on a un devoir d'accueil, il faut le faire dans de bonnes conditions, sinon c'est pas gérable. Il y a les jeunes mineurs non accompagnés, ils sont souvent pointés du doigt d'ailleurs, qui sont dans les rues, qui errent bien souvent parce que voilà, ils n'ont pas de but et malheureusement souvent ils sont voilà, la proie des réseaux de prostitution ou de trafic de drogue. Là encore, on ne sait plus accueillir, on ne donne pas les moyens d'accueillir aujourd'hui. La boucle est bouclée. Qui c'est qui s'occupe des mineurs non accompagnés? Qui c'est qui fait le social? Les départements.
Et aujourd'hui, à qui on va retirer de l'argent? Aux départements. Qui est dans une situation catastrophique? Les départements. Donc la boucle est bouclée. On se plaint de choses sur lesquelles l'État n'agit plus, ne veut plus agir, ou le public ne veut plus agir. Donc il faut politiquement se réapproprier ces sujets. Et je vous assure que si on demande aux Français et aux Françaises où doit aller l'argent, les enfants, c'est un sujet prioritaire. Et donc, on l'a vu, dans le 22, il y a eu une augmentation très forte sur l'aide sociale à l'enfance, que je salue pour ce travail-là, c'est important. Les enfants, ce doit être notre priorité. Et sur les mineurs non accompagnés, effectivement, le sujet, il est là, c'est du non-accompagnement. Donc, il y a une mise en danger de la part de l'État. Les collectivités viennent prendre en charge aussi les mairies, etc., sur de l'accueil d'urgence, etc., mais par déficit de l'État. Aujourd'hui, c'est l'État qui est défaillant. Et donc là, il y a un sujet du local, c'est comment on reprend en main ces sujets de manière locale, mais il faut aussi que le national avance. Sachant qu'il y a aussi tout un débat autour des collectivités, on le dit, là encore, ça nous ramène à la décentralisation ou à l'autonomie, hein, on peut l'appeler comme on le souhaite. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus locaux, d'ailleurs c'est assez transpartisan là aussi, qui disent, nous on connaît les besoins, on sait ce dont nos administrés ont besoin, on sait où mettre de l'argent, là où ne pas en mettre, là où économiser, là où au contraire peut-être plutôt investir, l'État ne nous fait plus confiance. Oui, mais parce qu'on est dans une situation de dépendance et c'est pour ça que ça interroge notre système politique. Comment ça se fait qu'à Paris, on peut décider pour les collectivités françaises de leurs moyens, etc. C'est ça qui n'est pas possible, en fait. C'est pour ça que ça interroge sur à quel stade on en est de la décentralisation. Interroger la question d'autonomie, de régionalisme, de fédéralisme. Voilà, je pose des mots, mais c'est pour dire que notre système politique aujourd'hui est défaillant. C'est pas seulement l'État qui est défaillant, c'est notre système politique. Pourquoi ça va pas bien au niveau de l'État, au niveau national? Parce qu'on est dans une crise politique, faut le dire aussi. Donc je pense qu'il faut réfléchir collectivement, comme ça a été dit à de nombreuses reprises et par de nombreux interlocuteurs, sur ces questions. Parce que aujourd'hui on dit oui, c'est un problème, l'argent est mal investi à l'échelle des collectivités, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. L'argent qui est investi par les collectivités, il est fait de manière bien souvent cohérente et évidemment les élus locaux ont une meilleure vision de ce qui se passe que des énarques parisiens, évidemment, c'est évident. Par contre, j'interroge quand même, c'est pas forcément que aux élus de poser les sujets. Il faut aussi se les réapproprier. Quand je parle de réappropriation, je parle de démocratie. Démocratie plus participative, plus directe. Il faut vraiment rendre les choses politiques. On a fait des choses trop technocratiques, pas assez comprises, et je pense qu'il faut réintroduire une notion plus politique dans la manière de gérer tous nos sujets, qu'ils soient locaux ou nationaux. Voilà, pour éviter cette fracture qui est déjà là. Hein. On a un pays très fracturé sur de nombreux sujets. Alors, on ne pourrait pas tous les balayer là ce matin, mais on ressemble beaucoup à un autre pays qui est très fracturé aussi et qui va, dans 8 jours maintenant, choisir un nouveau président ou une nouvelle présidente. Vous me voyez venir, ce sont les États-Unis, avec des conséquences dans bien des domaines, conséquences économiques, conséquences géopolitiques, géostratégiques, mais aussi conséquences environnementales. Si demain, allez, on va poser le mot, si Donald Trump est élu, j'imagine que ça va interroger, sinon inquiéter les élus ou en tout cas les écologistes. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est concevable ? Bah écoutez, je ne suis pas américain et donc j'ai du mal à me prononcer sur les questions, les élections aux États-Unis. C'est maintenant sur les conséquences. Oui, c'est évident. Ça peut avoir. Non mais évident. Et je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, quand on connaît la place des États-Unis dans le système mondial, ça interroge énormément. Et on le sait, Donald Trump était sorti des accords de Paris, qui avaient été signés en 2015 suite à la COP21. Et je pense que ça, c'est ce qui doit nous interroger. C'est la question des fossiles, en fait. Je pense que si on doit raisonner, nous, en tant que Français et en tant qu'Européens, à l'échelle internationale, il faut se poser la question des fossiles. C'est-à-dire l'idée qu'on utilise des énergies fossiles très carbonées à l'échelle planétaire. C'est sur cette question qu'il faut réfléchir. Et évidemment, la potentielle arrivée au pouvoir de Donald Trump est très, très problématique de ce point de vue-là, puisqu'on est sur quelqu'un qui défend énormément tout ce qui est l'industrie pétrogazière, voire même le charbon américain. Et ça, c'est quelque chose où il faut réfléchir de manière assez pragmatique aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dépendance au gaz de schiste américain, au GNL, etc., qui peuvent être importés aussi en Europe et voire même en France. On se rappelle qu'on a quand même on a créé
des pontons pour accueillir des méthaniers. Des terminaux, finalement. Des terminaux pour accueillir les méthaniers. Et en fait, ça me pose vraiment problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser aux renouvelables, aux énergies renouvelables et notre indépendance énergétique, qui sera aussi une manière de ne pas avoir à dépendre potentiellement des États-Unis sur ce volet-là. Et j'ajoute qu'effectivement, ça nous inquiète. Et il faut aussi regarder la situation internationale au global, pas uniquement sur le volet de l'écologie. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine toujours, ce qui se passe à Gaza, au Liban, enfin en Palestine, là, il y a vraiment quelque chose de très inquiétant. Il faut surveiller aussi ce qui se passe avec Taïwan, avec la Chine. Donc évidemment, je pense que la potentielle élection de Trump n'irait pas forcément dans le sens d'un meilleur monde. Si c'était votre question, évidemment, nous sommes très préoccupés par cette potentielle élection. Voilà, donc un monde qui n'irait pas vers l'apaisement. Et pourtant, là aussi, il y a des solutions. Je voulais terminer sur les voitures électriques. On entend beaucoup parler de ces voitures électriques. Il y a eu le salon mondial de l'auto à Paris qui s'est tenu il y a quelques semaines. Elles ont du mal, ces voitures électriques, à percer. Bon, même si aujourd'hui, le parc électrique commence à prendre un peu d'ampleur. Elle coûte cher. Souvent, les personnes qui n'ont pas de grands moyens peuvent pas se les payer. Et puis, la Chine a mis le pied dans la porte et a décidé de nous inonder de ces voitures électriques. Alors, j'allais presque dire, c'est une bonne idée du côté de la Chine. Je me fais un peu provocateur. Oui, non, mais alors les voitures électriques, je pense qu'il faut faire attention. Et je pense que les Français, pourquoi ça a du mal à percer en France, il y a aussi un problème culturel. C'est que pendant des années, on a dit il faut adopter le diesel. On a dit à tout le monde de faire du diesel. Et après, on leur a dit, vous êtes pas bien, vous êtes des méchants, etc. C'est pas bon, faut pas acheter de diesel. Donc les gens se méfient aussi avec cette injonction. Pour des bonnes raisons aussi, parce qu'il faut faire attention aux SUV, aux gros véhicules. Je pense que la voiture électrique n'est pas une solution absolue. Et qu'en fait, dans les milieux notamment urbains et périurbains, il faut aussi aller sur du transport, du ferroviaire, des transports en commun. Et si on doit aller sur des modèles de voitures, il faut que ce soit des voitures plus petites, à taille réduite, parce qu'il y a la question des batteries qui se pose derrière. Et puis le deuxième sujet, parce que vous parlez de la Chine, pour moi c'est un sujet de souveraineté industrielle. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui peut se passer à Stellantis dans le 93 où on ferme des sites, on délocalise. Il y a un énorme sujet de souveraineté industrielle. Avec des inquiétudes pour la Bretagne aussi. Complètement. Et donc il faut dire que tout ce sujet-là est lié. Et en fait tout ce dont on parle pendant cette interview est lié. Il y a un lien entre ce qui se passe à l'échelle internationale, notre souveraineté industrielle et la transition énergétique nécessaire. Et donc là, je renvoie à un livre qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, en lien notamment avec Jean-Marc Jancovici, qui pose des questions de comment faire transitionner nos sociétés. Et c'est pour ça que quand certains parlent de décroissance, il ne faut pas y voir une notion, négative, de déclin. Non, au contraire. C'est choisir une sobriété heureuse pour nos territoires. Et c'est donc accompagner les gens. Aujourd'hui, on fait la sobriété, mais subit. On subit. Et donc, en fait, on subit la transition de manière non souhaitée et non voulue. Et donc, ça se retrouve avec de la casse sociale, avec des gens qui sont mis sur le côté. Donc, je pense vraiment, entre guillemets, que le choix se pose de cette manière-là, c'est ralentir ou périr, pour reprendre les mots de Timothée Paric. Aujourd'hui, si on ne ralentit pas notre consommation, si on ne rentre pas dans les limites planétaires, alors on s'expose. On s'expose à ça. On s'expose à être y compris avoir des voitures chinoises, etc., qui viennent sur notre sol, mais parce qu'on ne fait pas de protectionnisme au bon sens du terme, c'est-à-dire réguler le libre-échange, protéger notre économie et faire vraiment de la souveraineté industrielle. Et là, je le dis, Macron avec le Mercosur, qui nous avait regardé droit dans les yeux, qui avait regardé les agriculteurs, en leur disant « Mais non, nous ne signerons pas ce traité du Mercosur et nous protégerons les agriculteurs français », alors, monsieur Macron, la Commission européenne vous force à signer ce Mercosur. Vous avez, j'allais dire, presque un fusil sur la tempe. Sérieusement, franchement, c'est honteux. Et moi, je suis révolté par ça. Les écolos, nous avons toujours été fermes sur la question des accords de libre-échange. Nous sommes contre s'il n'y a pas de traité miroir. Il faut imposer les mêmes normes aux produits qui entrent sur les territoires que ce qu'on impose aux agriculteurs ou aux producteurs en France. On va terminer là-dessus. Juste un mot, les agriculteurs reviennent dans la rue avec les tracteurs. Ils sont très en colère. Il n'y a pas d'opposition entre les écologistes et les agriculteurs. Ils peuvent dialoguer aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, il faut pas. Ça, c'est encore une fois, il faut faire attention à ce type de cadrage qui est aussi un cadrage médiatique. Non, il n'y a pas d'opposition frontale entre les agriculteurs et le reste de la population, voire les écologistes. Aujourd'hui, les agriculteurs, je pense que ce dont ils se plaignent le plus, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas des normes environnementales, c'est du prix. Aujourd'hui, il y a un problème de modèle. Ils n'arrivent plus à vivre. Voilà, on a parlé du système politique, mais il y a aussi un problème de modèle. Et aujourd'hui, il faut vraiment changer de modèle. Voilà, on n'aura pas le temps d'aller plus loin parce que voilà, la radio c'est aussi le temps. Merci infiniment Simon Guillaumard d'être venu. Merci à vous. Au micro de la matinale. Je rappelle que vous êtes conseiller fédéral Les Écologistes Bretagne. Merci infiniment et très belle journée. Très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.